Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de février. Comme d'habitude, on va commencer par un petit tour vers les statistiques. Au mois de février, j'ai lu 14 livres, il y en a 13 que j'ai lus exclusivement en version physique et il y en a un que j'ai couplé avec la version audio. Pour un total de 3487 pages, ce qui représente approximativement 120 pages par jour. J'ai abandonné un livre, j'ai eu 10 4 étoiles, 2 3 étoiles et 1 5 étoiles, aucun coup de cœur, pour une moyenne de 7,62 sur 10, c'est-à-dire 4 étoiles au total. Le premier livre que j'ai lu au mois de février, c'est La meilleure maman du monde de Sébastien Pérez, illustré par Benjamin Lacombe. Je l'ai lu dans le cadre du Big Challenge Livre Addict, il est numéro 31 sur une liste de 100 titres les mieux notés sur Livre Addict. C'est un challenge dont je vous parle pas forcément tout au long de l'année ou dans certaines vidéos, mais de manière générale, je prends note systématiquement de tous les challenges Livre Addict, donc le Big Challenge qui regroupe les 100 titres les mieux notés sur Livre Addict, et tous les Baby Challenge qui regroupent les 20 plus 5 bonus titres les mieux notés sur Livre Addict, selon un genre particulier. Et donc en général, j'essaye d'avancer au maximum dans le Big Challenge, et dans les Baby Challenge, BD Comics, albums et fantasy. Je crois que c'est un peu les challenges que j'aime bien tenter de compléter au maximum. Donc celui-ci faisait partie du Big Challenge sur Livre Addict. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict et 4 étoiles et demie sur Goodreads. On n'est pas ici face à une histoire complète, on est plutôt sur une galerie de portraits de mamans et on va essayer de déterminer quelle est la meilleure maman du monde dans le règne animal. Et quand je dis animal, je veux dire l'homme est un animal comme les autres, donc on a aussi à un moment donné la maman humaine qui apparaît dans cette galerie de personnages. J'essaierai de vous faire défiler quelques images si j'en trouve l'une ou l'autre sur internet, parce que si vous ne le savez pas, bienvenue sur la chaîne, je m'appelle Noémie. Mon illustrateur préféré, c'est Benjamin Lacombe. Donc voilà, ça a été un vrai plaisir pour moi de découvrir ces illustrations. Alors clairement, il y a certains portraits qui laissent vraiment à désirer en matière de maternité, genre le coucou par exemple, mais les illustrations sont absolument phénoménales. Ce qui, compte tenu du talent de Benjamin Lacombe, ne m'étonne guère. Voilà, je m'y attendais, c'est la principale raison pour laquelle je voulais absolument lire ce livre, parce que, pareil, si vous ne le savez pas, bienvenue. La maternité, ce n'est pas un sujet qui me parle du tout, mais alors pas du tout. Donc c'était clairement pas pour le sujet que j'avais envie de lire ce titre. Les illustrations de Benjamin Lacombe parviennent à rendre adorables les plus repoussantes des créatures. Je pense notamment à l'araignée qu'on voit en gros plan. Je ne sais pas si je réussirai à vous trouver une photo de cette illustration qui est absolument... qui me donne des frissons parce que je déteste les araignées, mais en même temps, regardez sa tronche quoi, enfin, si vous la voyez. Elle est juste trop mignonne. J'ai passé un chouette moment principalement grâce aux illustrations parce que, comme je vous l'ai dit, le sujet m'intéressait pas forcément, mais j'ai réussi à rester intéressée jusqu'au bout de ces portraits parce que voilà, le coup de crayon de Benjamin Lacombe est absolument incroyable. Ensuite, j'ai lu Débris, Cyrano et moi, le tome 1 des Cœurs de Ferraille de José Luis Munuera et de Becca. C'est une bande dessinée que j'ai lue totalement de manière aléatoire, enfin aléatoire, totalement au hasard, oui et non, pas vraiment. Elle ne fait partie d'aucun challenge, donc c'est un petit bonus, mais je l'ai achetée pour la médiathèque où je travaille et la couverture m'a parlé tout de suite, elle est vraiment sublime. Donc j'avais très hâte de découvrir cette histoire. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. On est sur du rétrofuturisme. Je me souviens jamais de ce terme. Ça m'a pris longtemps pour découvrir, pour me souvenir que ce terme existait et qu'on était en fait sur ce genre, sur ce sous-genre de science-fiction, parce qu'il s'agit bien entendu d'une bande dessinée qui va parler de science-fiction. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, on va avoir affaire à des robots. L'idée, c'est que notre héroïne, qui est une petite fille, une jeune fille qui doit avoir une douzaine d'années peut-être, vit dans un monde qui pourrait être le nôtre, mais très loin dans le futur, sauf que c'est un futur où on a régressé de manière technologique, sauf pour quelques exceptions. Il y a des robots qui sont présents, il y a des écrans
qui permettent de visionner des films, des émissions, en mode un peu hologramme comme ça. Notre jeune héroïne est fascinée par Cyrano de Bergerac. D'où le titre, Cyrano, Débris et moi. Débris étant le nom de sa robot nounou que sa maman va renvoyer, et notre héroïne va donc partir à la recherche de sa robot nounou robot, qu'elle considère comme sa mère en fait, puisque sa mère naturelle est une connasse qui ne s'occupe jamais d'elle. Donc elle a créé un lien vraiment très très fort avec sa nounou robot, et je trouve que c'est adorable cette relation entre cette petite fille et ce robot. Et j'ai adoré cette histoire, j'ai très très hâte de lire, alors pas vraiment la suite, parce qu'il me semble qu'on va avoir à chaque fois, à chaque nouveau tome, ça va être des personnages différents. Mais je pense que je me replongerai dans l'univers avec plaisir. J'ai eu un peu de mal à m'attacher aux personnages de l'héroïne, de sa mère, des humains qui gravitent autour d'eux. Les robots, en réalité, sont les personnages les plus attachants de ce récit. L'atmosphère est super sympa, on navigue dans un genre d'ouest américain, et comme je vous l'ai dit, rétro-futuriste. Donc on sait que ça se passe dans le futur, mais en même temps, le style des vêtements, par exemple, l'architecture et tout, on est revenu à une période, genre les grands westerns, vous savez, avec les robes un petit peu comme ça, presque à crinoline, le style Tom Sawyer pour les garçons, avec la salopette, les chapeaux de paille et tout, et ces grandes étendues presque désertiques avec quelques fermes par-ci par-là. C'était assez... Il y a un joli contraste en fait du coup entre l'aspect technologique et l'aspect vieillot du dessin. En parlant du dessin, je l'ai adoré, je l'ai trouvé vraiment magnifique. J'ai apprécié l'histoire qui est plutôt intéressante, mais je regrette un petit peu la fin. J'ai été interrompue grossièrement par un programme qui s'est ouvert sur mon ordinateur, je m'excuse. Je disais donc, je regrette un petit peu la fin qui manque d'éléments de réponse à mon goût, et j'ai trouvé que le périple des deux personnages, qui je vous le rappelle sont des enfants, hein, était un peu trop facile. Cependant, je pardonne les facilités scénaristiques, puisque il s'agit d'une BD jeunesse, et comme je vous l'ai dit, on est sur une série de tomes compagnons, donc une histoire complète par tome, et concrètement, en, je sais pas, 46, non 70 pages quand même, il faut que l'histoire soit terminée, donc il faut aller assez vite. Ensuite, j'ai lu l'Encyclopédie des anges et des démons de Barbara Cordier, Sarah Ferruglio et Vanessa Calico. C'est un des beaux livres et encyclopédies des éditions du Héron d'Argent, et je l'ai lu parce qu'il faisait partie des plus vieux livres de ma pile à lire, ceux qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Donc comme il n'était pas très très long, je me suis dit allez, je le sors maintenant, comme ça c'est fait, il est dédicacé, et comme son nom l'indique, il s'agit d'une encyclopédie. Oups, c'est pas grave. Des anges et des démons. Avec de sublimes illustrations comme d'habitude. Et voilà. Malheureusement, je lui ai mis 12 sur 20 sur Livre Addict et seulement 3 étoiles et demie sur Goodreads. L'autrice a effectué un travail de recherche titanesque et ça se voit. On a une vraie diversité en termes de mythologie et d'origine des histoires qui nous sont racontées, et les illustrations sont absolument sublimes. Le style de l'autrice rend aussi la compréhension de certains concepts théologiques plutôt accessible, je dirais même très accessible. La religion, là encore, c'est pas un sujet qui me passionne, donc j'ai pas forcément passé un super moment de lecture. Vous allez me dire, oui, mais du coup, pourquoi tu l'as acheté? Enfin, pourquoi tu es allé t'encombrer d'un livre sur la religion alors que tu sais que tu n'aimes pas la religion? Je vous répondrai ceci. Regardez mon book haul du mois de janvier. Je ne résiste pas à une belle édition, et il fut un temps où je participais à toutes les campagnes de financement participative Ulule pour les éditions du Héron d'Argent sur leur collection Beaux livres et encyclopédies. Ce n'est plus le cas à présent, et j'en suis très contente, mais je vous en reparlerai dans mon wrap-up du mois de mars. En fait, c'est le côté iconographie qui m'a le plus touchée dans ces mythes, que vraiment leur origine et l'aspect spirituel et théologique de toutes ces histoires. Il était donc pas dans ma palle des cartes
du mois de mars, du mois de février, pardon, comme je vous l'ai dit précédemment. Je l'ai juste sorti parce que c'était rapide à lire et je pense pas que je vais le garder. Donc si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, il va se retrouver très prochainement, je pense, sur ma boutique Rakuten. Ensuite, j'ai lu Star Daughter de Shweta Takrar. J'ai vérifié la prononciation du nom de l'autrice parce que je ne m'en souvenais plus. Je savais que c'était pas Shweta, c'est Shweta Takrar. Alors, je l'ai lu parce qu'il faisait partie, là encore, des plus vieux livres de ma pile à lire, ceux qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Il n'était pas dans ma palle des cartes du mois de février. J'ai lu 14 titres et dans ma palle des cartes, il n'y en a que 5. Donc forcément, il y en a certains qui n'en faisaient pas partie, évidemment. La raison pour laquelle j'ai sorti celui-ci, c'est parce que j'avais une lecture commune prévue avec Diane à une date particulière et que je voulais pas commencer d'autres choses de ma palle des cartes avant d'avoir fait cette lecture commune. Donc, il me fallait un bouquin entre-temps et j'ai sorti celui-ci. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Sheetal, qui est la fille d'un physicien et d'une étoile. Oui, vous avez bien entendu, c'est la fille d'une étoile qui est descendue sur Terre à un moment donné pour découvrir un petit peu comment fonctionnait le monde des humains, qui est tombée amoureuse, qui a eu un enfant, Sheetal, donc notre personnage principal, et qui à un moment donné a dû repartir au royaume des cieux, donc dans les étoiles. Sheetal a donc hérité d'une partie du pouvoir de sa mère, et un jour elle va très gravement blesser son père parce qu'elle est victime d'une émotion très très forte et elle va pas réussir à contrôler son pouvoir et elle va donc brûler son père avec son pouvoir d'étoile. La seule solution qu'elle a pour le sauver, c'est d'utiliser le sang d'une étoile et donc elle va devoir monter aux cieux pour demander à sa mère de sauver son père. Arrivée là-haut, elle va se rendre compte qu'en réalité elle a presque été convoquée, c'est pas un hasard si elle se retrouve là où elle est à ce moment-là. Ça tombe bien parce qu'elle a besoin d'être présente pour sauver son père, mais en même temps elle a été convoquée par sa famille céleste pour participer à une compétition. L'idée, c'est que régulièrement, je ne sais plus si c'est tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais plus, il y a une compétition qui est organisée entre toutes les familles célestes pour déterminer qui sera la famille régnante pendant les prochaines années. Et il s'agit d'une compétition de talent. Et donc chaque famille désigne un membre de la famille pour faire une démonstration d'un talent. Ça peut être le chant, ça peut être la peinture, ça peut être la musique, tout et n'importe quoi, l'écriture. Et la famille qui remporte le concours va devenir la famille régnante pour les années qui vont suivre. Et donc Sheetal va faire la rencontre de sa famille céleste. Et je vais m'arrêter là pour le résumer parce qu'on a pas mal de petites choses annexes, évidemment, qui vont se dérouler. J'ai passé un bon moment, mais rien d'absolument mémorable. Les personnages sont plutôt attachants, mais un peu jeunes à mon goût. Du coup, leurs préoccupations me passent vraiment largement au-dessus. J'avais l'impression d'être un peu dans la cour du lycée, quoi. L'atmosphère est assez chouette, surtout que je m'attendais pas à ce genre de compétition. Je m'attendais à une compétition, c'est noté dans le résumé, mais pas à ce genre de compétition. Je m'attendais plus à un truc à la Hunger Games, vraiment sans pitié, et en fait non, pas du tout. Donc c'est un peu plus chill, il y a moins d'enjeux vraiment. Enfin, les enjeux sont quand même gros, puisque si tu remportes la compétition, tu vas devenir le nouveau roi ou nouvelle reine, voilà. Mais c'est pas une compétition à mort. On est sur une mythologie hindoue, qui est du coup hyper colorée, parfumée, texturée. Il y a certains passages dans cette histoire qui m'ont carrément donné la dalle. La nourriture qui est décrite ici, oh, j'avais le petit filet de bave là qui coulait tellement j'avais faim. Waouh, très 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 bien écrit. L'histoire est bien construite et j'ai apprécié que pour une fois l'héroïne sait d'où elle vient. Ça lui tombe pas dessus comme ça un beau jour en mode « Eh, au fait, ta mère c'est une étoile ». Quoi ? Non, là, elle sait dès le départ que sa mère est une étoile et c'est pas une métaphore. J'ai vraiment aimé ça parce qu'on n'a pas le côté dramatique de l'annonce que sa vie va changer du jour au lendemain parce qu'elle découvre qu'elle est la fille d'une étoile. Non, elle le sait déjà et sa vie est déjà suffisamment compliquée comme ça. La raison de son départ, le fait qu'elle soit responsable de l'état de santé très grave de son père, ça m'a énormément touchée et du coup ça me l'a rendue elle, attachante, et je me suis vraiment intéressée à toutes les épreuves qu'elle va traverser dans le récit. En revanche, il y a certains éléments qui m'ont manqué au niveau de la logique, j'ai pas compris, notamment le traitement des humains dans cette histoire. Les humains sont méprisés par les étoiles, enfin, par la plupart des étoiles. Cependant,
leur présence est quand même tolérée au domaine céleste, dans la mesure où chaque champion a l'autorisation d'être accompagné aux cieux par une personne humaine, un humain. Et ça m'a pas paru logique en fait. Ils sont considérés vraiment comme des idiots, une sous-espèce. Et pour moi, c'est pas logique que les champions soient autorisés, dans la mesure où ils sont en présence de toute leur famille. Une fois qu'ils sont là-haut, ça n'avait pas de sens que les humains soient autorisés à être présents. Ce qui va en plus apporter un aspect un peu dramatique à une partie de l'histoire, dont je vous dirai rien de plus. Mais voilà, donc un petit manque, un même moyen, petit gros manque de logique pour moi à ce niveau-là. Ensuite, j'ai lu Gods of Men, le tome 3 de Barbara Kloss. C'est le dernier tome de la trilogie. Il était dans ma palle des cartes pour un roman 5-star prediction, donc un roman dont j'étais presque sûre et dont au moins j'espérais qu'il serait, si ce n'est un coup de cœur, au moins la note maximale 5 étoiles. Et je lui ai mis 18 sur Livre Addict et donc 5 étoiles sur Goodreads. Ma prédiction s'est révélée juste et je suis trop contente. Dans cette histoire, on va faire la rencontre, je vais vous faire le résumé du tome 1 très très rapidement, parce que c'est le tome 3 et j'ai pas envie de vous spoiler. On va faire la rencontre de Sable. Sable, c'est une jeune fille dont on comprend très vite qu'elle est en fuite, qu'elle se cache. Et la raison pour laquelle elle se cache, c'est parce qu'en réalité, sa véritable identité, c'est Imari. Elle est la fille du sultan, enfin l'équivalent du sultan. Elle est la fille du roi, de l'empereur, je ne sais plus. D'un pays, d'une contrée éloignée dans le pays. Et la raison pour laquelle elle a fui et qu'elle se cache, c'est parce que son père lui a demandé de s'enfuir et de se cacher. Parce qu'elle a assassiné sa sœur. Elle est responsable du décès de sa petite sœur, totalement involontairement. Imari a un beau jour joué un morceau de flûte, et en fait sa musique a tué sa petite sœur. Son père a donc compris à ce moment-là que Imari était dotée de pouvoirs magiques, magie qui est totalement interdite dans le pays dans lequel ils vivent. Donc plutôt que d'être obligé de condamner sa fille à mort, il lui a demandé de fuir, de s'enfuir. Donc plusieurs années plus tard, elle se cache sous l'identité de Sable, mais elle va être rattrapée par son destin, puisque on a un jeune homme, dont je ne vais pas vous révéler l'identité, un jeune homme qui s'appelle Joss, qui, je me souviens plus exactement ce qu'il cherche, je me demande s'il cherche pas justement les gens qui sont dotés de magie pour les exterminer. Et il va tomber sur Sable. Et ils vont faire route commune dans un but précis. C'est une romantasy, enfin, c'est de la fantasy, avec une touche de romance, de plus en plus importante au fur et à mesure où on avance dans l'histoire. Un Enemies to Lovers, que j'adore. Je ne sais pas quoi vous dire pour que vous ayez envie de lire cette série, mais vraiment, lisez-la. Il y a certains personnages qui m'ont beaucoup agacée dans cette série, et particulièrement dans ce tome 3. Je vais pas vous donner leur nom pour pas vous spoiler, même s'il n'y a pas vraiment de spoiler, mais bon, voilà, il y a deux... Comme c'est le tome 3, si je vous donne le nom de certains personnages, vous allez comprendre qu'ils sont encore en vie dans le tome 3. Donc, comme c'est de la fantasy avec des enjeux assez importants, on rencontre pas mal de personnages qui vont mourir au fur et à mesure où on avance dans l'histoire. Donc je préfère rien vous dire du tout. Mais deux de ces personnages m'ont un peu, voire même particulièrement agacée. Je reconnais cependant qu'ils sont quasiment indispensables au bon déroulement de l'histoire, donc j'ai réussi à supporter leur présence tant bien que mal. Imari est phénoménal et Joss, faut pas que je me trompe, donc le personnage masculin principal est le book boyfriend idéal. On est sur une atmosphère qui est extrêmement lourde parce que c'est la conclusion d'une trilogie de fantasy épique avec des accents un petit peu légèrement orientaux. L'autrice clairement ne ménage ni ses personnages ni ses lecteurs. On assiste à certaines horreurs qui sont parfois à la limite du supportable, donc vraiment attention si vous êtes sensible. On a des scènes très très dures. J'irais même jusqu'à dire gore.
Donc vraiment, soyez prudents. Je ne sais pas s'il y a une liste de trigger warning. Je ne crois pas. Vous en trouverez peut-être une en ligne. Voilà. C'est vraiment difficile. À un moment donné dans son histoire, dans son tome 3, je l'ai senti venir. Et l'autrice prend un chemin que j'aurais préféré qu'elle aille vite. Comme dit, je l'avais senti venir et je l'appréhendais. Mais elle le fait avec énormément de talent. Et en fin de compte, ça m'a pas trop dérangé. Ce qui m'a dérangé en revanche, c'est l'élément qui va déclencher ce chemin vers lequel s'engage l'autrice. Parce que si globalement cet arc de l'histoire m'a pas dérangé, la façon dont ça se déclenche, elle, m'a pas paru logique. N'empêche que cette série se termine de manière magistrale et elle entre donc désormais officiellement dans la très courte liste de mes séries préférées de tous les temps. Ensuite, j'ai lu Que la mort soit douce, le tome 1 de Laetitia Danae, dont je ne vais pas vous parler dans cette vidéo, parce que vous avez un vlog complet qui doit dater de mi-fin février, je pense. Le premier vlog de la série des Buzzwords. Et je l'ai lu dans ce cadre-là, puisque le buzzword de février, c'était positive word, que la mort soit douce. J'estimais que douce, c'était un mot positif. Donc je l'ai lu dans ce cadre-là et vous avez mon avis complet au fur et à mesure de ma lecture sur ce titre. Juste pour information, je lui ai mis 13 sur Livre Addict et 3 étoiles et demie sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu Cogito de Victor Dixon. Il faisait partie, lui encore, des plus vieux titres de ma pile à lire, ceux qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Et il était dans ma pile des cartes du mois de février pour un livre avec une carte. Donc il y en a au moins une, il y en a même au moins deux sur des cartes dans ce livre, donc ça comptait pour ce critère. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Roxane, qui a 18 ans et qui est une fille qui a énormément de problèmes à l'école. C'est une marginale, c'est une rebelle. Et très étrangement, elle va se voir offrir la possibilité de participer à un programme de remise à niveau grâce à l'implantation de stimulateurs neuronaux. Et c'est une formation qui va lui permettre de passer le bac. Alors le bac, pas le bac tel qu'on l'entend nous aujourd'hui, mais le bac tel qu'il existe dans les années 2000... Attendez, je vais vous retrouver ça. Ah bah, il n'y a pas l'année. Il y a la date, mais il n'y a pas l'année. Formidable. Dans le futur. Ça se passe très loin dans le futur. Genre, je ne sais pas. Mais très très loin dans le futur. Le début de l'histoire se passe à Paris, puisque Roxane habite à Paris. Mais comme dit, c'est un Paris futuriste, où l'intelligence artificielle a mis le monde quasiment à sa botte. Les gens sont de plus en plus souvent remplacés par des robots, des IA au niveau de leur travail. C'est ce qui est arrivé aux parents de Roxane et c'est aussi ça qui a précipité un petit peu la chute de l'adolescente. Sa mère est décédée dans le cadre de son travail et son père a sombré dans l'alcool et elle a sombré dans la délinquance. Donc on ne sait pas trop pourquoi elle a été choisie, elle particulièrement, parmi 29 autres. Donc parmi 30 jeunes, 30 adolescents, elle fait partie des 3 boursiers qui ont été sélectionnés pour participer à ce programme. Donc on a 27 étudiants issus de familles très influentes, très riches, qui vont payer 1 million de dollars pour que leurs enfants participent à ce stage d'une semaine et soient suffisamment intelligents pour réussir à obtenir leur bac. Et on a 3 boursiers qui ont été choisis, on ne sait pas encore comment au début de l'histoire, pour profiter gratuitement de ce même programme. L'idée, c'est que sur les îles Fortunées, qui se trouvent au large de la Floride, un scientifique a créé ce procédé qui pour l'instant est encore illégal partout dans le monde. C'est pour ça qu'il a aussi créé des îles qui se trouvent dans les eaux internationales. Comme ça, il ne dépend d'aucune autorité. Donc il est libre de faire ce qu'il veut. L'implantation et l'amélioration neuronale sont totalement interdites. Donc il fait ça vraiment de manière illégale, mais sur son île, il fait ce qu'il veut. Donc ils sont tous embarqués au large de la Floride pour qu'on leur implante des micro-robots dans le cerveau
Et en gros, la façon dont ça fonctionne, c'est la nuit, les robots travaillent pendant que leur cerveau est au repos, pendant qu'ils dorment, pour leur faire engranger des connaissances qui vont leur permettre de passer très facilement le bac. Et dans la journée, le fait que leur cerveau soit en éveil, ça va leur permettre de consolider un petit peu leurs connaissances et surtout d'appliquer ce qu'ils ont appris. Donc ils en ont pour une semaine. Sauf que, au bout du 2e ou 3e jour, les choses vont commencer à dégénérer. Ce roman, c'est un petit peu pour moi la preuve supplémentaire, si j'en avais besoin d'une, que les romans jeunes adultes sont plus vraiment faits pour moi. J'ai trouvé que les personnages étaient insupportables. Ce sont des ados, des grands ados, voire des jeunes adultes. Je vous l'ai dit, Roxane a 18 ans et ils ont tous le même âge. Ils vont tous passer le bac, donc ils ont à peu près tous, allez, à 1 an près, ils ont tous le même âge. On se retrouve dans une cour de récréation. Et je ne vous parle pas d'une cour de lycée. Je parle plutôt de l'école primaire, éventuellement collège, mais je dirais même vraiment primaire. La façon dont les gosses, les gamins, parce que c'est vraiment des gamins, se comportent entre eux, j'ai trouvé que c'était insupportable. Il n'y a qu'un seul personnage qui m'est vraiment ému, c'est le personnage de Faune, qui est un des 3 boursiers, et qui fait partie d'une branche de la société qu'on appelle, je sais plus comment, mais qui fait partie d'une branche de la société qui s'est complètement exilée. Et en gros, l'État a coupé un petit peu une partie de la France. Du coup, ils se retrouvent dans... je sais plus, mais dans la campagne profonde. Il y a une partie de la France qui leur est dédiée à eux, et eux, ils ont rejeté complètement toute technologie. Ce n'est pas forcément une bonne chose, comme on va le découvrir au fur et à mesure du récit. Mais ce personnage-là, Faune, qui fait partie donc de cette communauté, m'a vraiment beaucoup touchée, et c'est le seul qui m'est touchée, tout simplement. Les autres, je les ai trouvés insupportables. L'atmosphère est plutôt chouette, et les contenus additionnels sont très ludiques. Comme je vous l'ai montré, donc on a au moins une carte, mais on a aussi pas mal de mixed média, on va dire. Et alors, ce que j'ai le plus aimé, c'est ça. À chaque nouveau chapitre, donc on a le titre du chapitre qui en fait n'est qu'une date, mais on a un labyrinthe sur la page de gauche, et en fait, en partant du bas pour remonter jusqu'en haut, en prenant le bon chemin, on va tomber sur des lettres, et ces lettres vont former un mot ou une petite phrase qui... Alors, je vais pas vous dire à quoi ça correspond, mais qu'on va utiliser dans le chapitre suivant. Et j'ai adoré les références qu'apportait l'auteur avec ce labyrinthe. Et à la limite, plutôt que l'histoire, c'est même ça qui m'a le plus plu en fait. Donc j'avais hâte de terminer un chapitre pour arriver au suivant pour pouvoir faire les labyrinthes. Ce qui est un peu dommage, je trouve, parce que bon, c'est pas vraiment le but premier de l'histoire. Le style de l'auteur est accessible, plutôt bon. Il sait utiliser le langage qui correspond à un groupe d'adolescents. Désolée pour le manque de focus de ma caméra. Comme je vous l'ai dit, elle a un problème. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Je pense qu'il va être temps pour moi de la changer. Bref, par contre, il y a un gros manque de correction de la part de l'éditeur. J'ai relevé pas mal de coquilles, des mots qui manquaient, des mots en plus. Je crois qu'il y a même à un moment donné une incohérence au niveau d'un... peut-être pas d'un nom de personnage, mais d'un article, genre il au lieu de elle ou elle au lieu de il, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça, je ne peux plus supporter ce genre d'erreur. Ça me rend tarée. Avec le prix des bouquins, alors celui-là il est sorti il y a quelques années, donc il n'est pas si cher que ça, mais plus on avance dans le temps, plus les livres sont chers, à cause des matières premières qui sont de plus en plus chères. Et ça m'énerve en fait de devoir payer aussi cher pour un truc limite que, je vais pas dire que j'aurais pu écrire moi, mais que j'aurais pu corriger mieux que ce qui a été fait. Donc ça me saoule. Et ça joue vraiment, alors ça pourrait ne pas jouer sur mon plaisir à la lecture, mais ce n'est pas le cas. Ça joue sur mon plaisir à la lecture, je n'arrive pas à passer outre. Donc dommage. L'histoire est très intéressante et je trouve que le cheminement de pensée de l'auteur, qui est également le sujet central du récit, est plutôt pas mal. C'est juste dommage que le tout soit porté par une bande de presque adultes complètement décérébrés.
c'est plus ou moins le concept. S'ils sont à ce stage, c'est parce que ils n'ont pas le niveau intellectuel, en tout cas au niveau des études et des matières enseignées à l'école, pour passer le bac en étant sûr de l'obtenir. Mais il y a une différence entre être intelligent, avoir un certain nombre de connaissances, et être intelligent, savoir se comporter en société et être poli, aimable et respectueux. Et ils ne sont ni l'un ni l'autre. Et ça m'a profondément gonflé. Donc, c'est dommage. Je pense que je l'aurais vraiment plus apprécié si j'avais réussi à m'attacher un peu plus au personnage. D'autant que, je vous l'ai dit, à un moment donné, ça va dégénérer. Donc, on a quand même des scènes assez dramatiques auxquelles on assiste, qui m'ont du coup pas du tout touchée. Ensuite, j'ai lu Dents de soie de Maëlle Desarts. Il était dans ma palle des cartes pour un livre avec des vampires. Parce que l'Empire du Vampire, enfin l'Empire des damnés ne sortait que le 29 février, donc je n'avais pas pu le caser. J'avais sorti celui-ci à la place. Maëlle Desarts est une de mes autrices préférées. Enfin, je pouvais pas vraiment dire ça, parce que les seuls livres que j'ai lus d'elle, c'est sa série Esther Parmentier. Donc c'est 3 tomes, c'est 3 livres différents, donc je me dis qu'à partir du moment où j'ai 3 livres différents auxquels j'ai mis 5 étoiles ou qui ont été des coups de cœur d'un même ou d'une même auteurtrice, je considère que cet auteur ou cette autrice est une de mes autrices ou de mes auteurs préférés. Mais Esther Parmentier, c'est la même série. Donc c'est un peu triché de dire que Maëlle Desarts est une de mes autrices préférées. Mais je l'aime vraiment beaucoup et j'aime l'autrice en elle-même, sa personnalité. Quand je la rencontre en salon, c'est toujours quelqu'un avec qui j'apprécie échanger. J'ai mis 16 sur Livre Addict à Dents de soie et je lui ai mis du coup 4 étoiles et demie sur Goodreads. Pas 5 étoiles donc. Et du coup, l'affirmation de Maëlle Desarts étant une de mes autrices préférées, ben oui, mais en même temps, je peux aussi lire un titre d'une de mes autrices préférées et l'apprécier un peu moins que les autres. 16, ça reste une note excellente. Hein. J'ai quand même passé un super moment avec Dents de soie. La raison pour laquelle je lui ai pas mis une note aussi extraordinaire qu'à Esther Parmentier, c'est parce que je ne m'attendais pas du tout à lire cette histoire. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de Navy, qui est une fée qui fait partie d'une portée. Alors on est dans un monde totalement imaginaire. Elle fait partie d'une portée de fées, elles sont nées toutes en même temps, elles sont à l'école des fées, et Navy est la fée la plus puissante de sa portée, et comme elle est la plus puissante, elle est également la plus grosse. Plus tu es grosse, plus tu as de pouvoir. Et elle est rose bonbon, elle aime tout ce qui est rose, les paillettes, voilà. Donc c'est un petit peu le petit cliché de la fée marraine rose bonbon, vraiment. Mais alors par contre, elle a rien de délicat. C'est pas une jolie fleur, voilà, elle est brute de décoffrage, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas et elle va tout faire pour obtenir ce qu'elle désire. Navy, son objectif, étant donné que c'est la fée la plus puissante de sa portée, c'est de devenir fée marraine. Le Graal, le titre ultime, et techniquement, étant donné qu'elle est la plus puissante, c'est logique qu'elle devienne fée marraine, puisque dans chaque portée, il y a seulement une fée marraine qui est sélectionnée. Seulement voilà, le jour de la remise des diplômes, Navy va se retrouver nommée Fée des Dents. Et alors, Fée des Dents, c'est genre la punition ultime. C'est vous êtes en bas de la chaîne alimentaire, quoi. Alors qu'elle est la plus puissante de sa portée, donc il n'y a aucune logique, il n'y a aucune raison qui fait qu'elle se retrouve Fée des Dents. Il y a un couac, là, quelque part. C'est pas grave. Navy va faire une boulette au Palais des Dents et va se retrouver confrontée à... Mince, comment il s'appelle? Devin. Pardon. Devin, qui est un vampire édenté. Une fée des dents, donc, et un vampire édenté à qui on a retiré les canines pour trahison, qui est sur le point d'être exécuté. Je vous la fais brève, hein, je ne vous rentre pas dans les détails parce qu'il ne va pas vraiment être exécuté en fait. Mais bon, il est condamné quasiment à mort. Et donc ils vont se rencontrer comme ça. Et Navy va se rendre compte que, waouh, Devin, il a le potentiel parfait pour devenir une princesse, genre la damoiselle en détresse. Et Navy, comme elle a envie de devenir fée marraine, elle va se dire, bah lui ça va être ma princesse potentielle et c'est de lui que je vais faire
le futur prince, voilà. Donc ça va être mon projet, et c'est grâce à cette transformation que je vais réussir à devenir fée marraine. Devin a lui aussi des objectifs, un certain objectif, notamment une histoire de vengeance. Et du coup, ils vont s'allier tous les deux pour tenter l'un et l'autre d'atteindre leurs objectifs. On est sur une histoire qui va partir un petit peu en romance, mais je vais m'arrêter là pour le résumer. Maëlle Desarts a pris un risque énorme en inventant des personnages qui n'ont rien à voir avec les héros qu'on a l'habitude de rencontrer. Je n'irai pas jusqu'à dire que Navy et Devin sont des anti-héros, quoique Devin peut-être, mais ils sont très différents de ce qu'on a l'habitude de voir dans les récits. J'ai adoré le personnage de Navy. Je le trouve absolument extraordinaire, cette fée énorme, qui est capable de se rendre du coup minuscule, un peu comme vous savez le cliché là avec le diablotin et le petit ange qui vous disent il faut faire ci, il faut pas faire ça, nanana. Elle se met à la même taille, du coup elle se balade un petit peu sur l'épaule de Devin, et puis d'un seul coup, paf, elle reprend sa taille normale et elle se retrouve en face de lui avec toute sa puissance. J'ai trouvé que c'était hilarant et je l'apprécie énormément. C'est une héroïne qui est très forte, qui a du caractère, qui est puissante et qui le sait. Et qui du coup ne se laisse pas marcher sur les pieds. Je l'ai adoré. Par contre, Devin, c'est là où je vous ai dit je ne m'attendais pas à lire cette histoire. Je ne m'attendais pas à découvrir ce personnage. Je m'attendais à découvrir un vampire édenté, une fée des dents, leur histoire d'amour plus ou moins semée d'embûches, mais je ne m'attendais pas du tout aux motivations de Devin et à ce qu'il va faire, à ce qu'il est prêt à faire pour atteindre son objectif. Ça m'a un petit peu déstabilisée. Je peux pas dire que j'ai été déçue, mais ça m'a un petit peu déstabilisée parce que vraiment je m'attendais pas du tout à ça. Ce n'est pas pour ça que l'histoire est mauvaise, au contraire. Mais j'ai été très surprise. L'atmosphère est vraiment chouette. J'aurais apprécié que l'aspect conte de fées soit encore plus développé, surtout au niveau de la description des décors. Le style de l'autrice est toujours exceptionnel, c'est bourré d'humour, un humour qui me parle énormément, donc j'ai passé tout mon temps à me bidonner. Il y a quelques corrections qui manquent, là encore, comme pour Cogito, il y en avait quand même moins. Je dirais il y a 2 ou peut-être 3 oublis de correction en tout dans De Soi. Cogito, c'était vraiment très souvent. Le concept de l'histoire est génial, une fée des dents qui va tomber amoureuse d'un vampire qui n'en a plus. C'est juste incroyable. Ça avait le potentiel pour être un coup de cœur, mais je pense que c'est l'aspect what the fuck du récit, complètement loufoque, qui m'a un petit peu perdue. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Arline de Tiepan, désolée pour la prononciation, Sejic. C'est un comics sur Harley Quinn. D'où ça sort? La raison est la suivante. Il faisait partie du Baby Challenge BD Comics Livre Addict. Il est numéro 9 dans cette liste et il faisait aussi partie du Big Challenge pour lequel il est numéro 20 sur 100. C'est un comics qu'on avait à la médiathèque où je travaille, on l'avait emprunté à la bibliothèque d'Alsace. Donc je me suis dit, tant qu'on l'a sous la main, autant que je le lise. C'est le livre que j'ai abandonné au mois de février. C'est le récit de la genèse un petit peu, de la première rencontre entre le docteur Arline Quinn quelque chose. Je ne sais plus c'est quoi son nom de famille, désolée. Et le Joker. Arline, donc le docteur Arline, va être embauchée par l'asile d'Arkham parce qu'elle mène une étude sur le potentiel de psychopathie des malades mentaux. Enfin, il y a un truc comme ça, je me souviens plus exactement des détails, mais elle estime qu'on ne naît pas psychopathe, on le devient suite à une succession d'événements. Et donc elle mène une étude, et elle va étudier les prisonniers enfermés à Arkham, et il se trouve que justement le Joker vient d'arriver à Arkham. Et donc elle va mener des interviews avec plusieurs prisonniers, dont Poison Ivy, mon personnage d'ici préféré, enfin mon vilain d'ici préféré, et le Joker. Et donc on va assister un petit peu à la relation qui va naître entre eux et cette
amour interdit. Et le docteur Arline, Queen, je sais plus quoi, qui va peu à peu sombrer dans la folie et devenir Harley Quinn. On ne la voit pas devenir Harley Quinn dans cette histoire, qui est, si je ne me trompe pas, l'intégrale des... Je crois que c'est en 2 ou 3 tomes de cette histoire. Mais on ne la voit pas devenir Harley Quinn à la fin. C'est vraiment le tout début de la relation entre elle et le Joker. Alors, je vous l'ai dit, je l'ai emprunté à la médiathèque dans le cadre des challenges Livre Addict. Je pense que je ne l'aurais jamais lu autrement parce que clairement Harley Quinn et le Joker, ce ne sont pas des personnages de DC que j'apprécie particulièrement. Visuellement, mon personnage préféré c'est Poison Ivy, mais de manière générale, l'univers des comics, que ce soit DC ou Marvel, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse plus du tout. J'ai regardé, je suis allée voir tous les Marvel au cinéma jusqu'à la fin de la première partie des Avengers, avec Thanos et tout ça. Et ensuite j'ai complètement laissé tomber. C'est plus un univers qui me parle. Je pense que j'ai évolué moi, je pense que les films et l'univers, lui, n'a pas évolué. Et resté scotché à un public particulier dont je ne fais plus partie. Grossièrement, pour vous expliquer un petit peu, voilà. Donc ça m'intéresse pas. Le dernier Batman que j'ai vu au cinéma, c'est celui avec Robert Pattinson. Et je ne l'ai vu que parce que c'était Robert Pattinson et je l'ai adoré. Mais je vais refermer la parenthèse ici. Et donc, on a Poison Ivy qui fait une apparition dans Arline. Et d'ailleurs, l'illustration, je ne sais pas si je vous la retrouverai, je vous la mettrai quelque part, est absolument incroyable. Mais je ne suis pas allée jusque-là dans l'histoire. Donc j'ai juste feuilleté pour voir un petit peu les dessins, etc. Je me suis arrêtée à la page 47. Donc approximativement à 21% de cette histoire, pour une raison très simple. Je pense qu'à la base, déjà au départ, je savais que l'histoire me parlerait pas forcément. Je prenais pas forcément beaucoup de plaisir à ma lecture depuis le début. C'est très sombre, hein. Si vous n'êtes pas familier de l'univers d'ici, le Batman Universe, c'est vraiment très sombre. C'est très sanglant également, donc attention si vous êtes sensible à ce genre de choses. Rien qu'à la couverture, ça se voit que ça va partir en cacahuète. Donc je cherchais plus ou moins la première excuse possible pour l'abandonner. C'est un comics, hein, il fait 223 pages. Et c'est de la BD, 223 pages de BD. Donc j'aurais pu me forcer et me dire, allez c'est bon, quand même je le termine. Sauf que je suis arrivée sur une planche, donc à la page 47, qui était complètement floue. Alors, est-ce que c'était volontaire de la part de l'auteur en mode c'est la scène dans laquelle le docteur Arline arrive à Arkham pour la première fois et rencontre le psychologue qui est responsable de l'établissement. Donc, est-ce que c'était volontaire de la part de l'auteur de flouter légèrement ces cases pour qu'on comprenne que Arline arrive dans un univers un peu flou, où les limites vont être franchies, ou alors est-ce que c'était juste une erreur d'impression de la part de l'éditeur, et les cases sont tellement floues qu'à un moment donné, on ne voit même pas le visage de l'héroïne. Je ne sais pas, en tout cas ça m'a fait mal aux yeux, vraiment, je n'arrivais pas à regarder cette page sans devoir cligner des yeux très fort, parce que ça me gênait. Et ça m'a donné l'excuse idéale pour arrêter ma lecture. Comme je vous l'ai dit, j'ai quand même continué à feuilleter l'ouvrage. Le style de dessin est plutôt, je vais pas dire agréable ou désagréable, c'est un peu entre les deux, voilà, m'a pas dérangé particulièrement. Il y a certains détails que j'ai pas forcément aimé, mais je trouve qu'au niveau colorisation c'était très beau, expression des visages des personnages très bien. Au niveau graphique, je vous l'ai dit, c'est assez trash, hein, donc attention. La représentation magnifique de Poison Ivy était magnifique. J'ai pas grand chose à vous dire de plus sur ce titre. Ne prenez pas en compte mon avis. Je vous le donne parce que ça fait partie de mes lectures du mois de février, mais ne prenez pas en compte mon avis. J'ai sorti ce livre tout en sachant que je n'allais pas l'aimer. Donc, j'ai envie de dire, mon avis n'a presque pas de valeur légale. sur ce titre-là. Mais je vous le mentionne parce que j'en ai quand même lu une partie en février. Me revoilà, vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais je me suis absentée quelques minutes. J'ai fait une petite pause parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je tourne cette vidéo.
ça fera pas 1 heure pour vous, j'espère. Voilà, j'ai fait quelques petits trucs. Mais on est reparti, du coup, je vais essayer de clôturer. Alors, le livre que j'ai lu ensuite, c'était le tome 2 des Uchronies électriques de Victor Fleury, L'homme électrique. C'est une trilogie pour l'instant de tomes compagnons. J'ai rencontré l'auteur à Colmar, je pense. Ouais, c'est ça, à Colmar en 2019. Et il m'a dit lui-même qu'il n'y avait pas forcément besoin de les lire dans l'ordre. Tant mieux, parce que c'est celui-là qui m'intéressait. Donc, L'homme électrique, je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. On est sur de la science-fiction steampunk, une uchronie. Ça se passe en 1895, à l'époque où Napoléon IV règne sur l'Europe. Et on assiste à une guerre, enfin pas vraiment une guerre, disons que l'Empire est sur le point d'entrer en guerre contre la Russie. On a un personnage principal qui est en fait un robot, qui est surnommé par les gens qui ne l'apprécient pas spécialement, voleur de visage, parce que globalement, je peux vous le dire, c'est dans le résumé. Donc on a cet androïde qui est capable de récupérer les visages des personnes dont il a besoin d'incarner, des personnes qu'il a besoin d'incarner, pour espionner les uns les autres. Et on a avec lui la comtesse de Cagliostro et un prêtre qui s'appelle le frère Vacher. Et donc tous les trois, ils constituent la troupe d'élite au niveau de l'espionnage du gouvernement, de Napoléon IV. Et donc on va suivre un petit peu leurs péripéties à travers une partie de l'Europe pour tenter de déjouer les plans du tsar qui souhaite conquérir le monde. Il était dans ma palle des cartes du mois de février pour un livre avec des personnages sur la couverture. Et il faisait lui aussi partie de mes plus vieux livres, c'est-à-dire ceux qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Ce que j'ai apprécié dans cette histoire, c'est l'originalité qui vient du fait que l'auteur intègre des personnages, des personnalités historiques, donc soit des gens qui ont réellement existé dans l'histoire avec un grand H, soit des personnages de fiction qui existent, pas qui existent, mais qui existent dans cette histoire. On va croiser Arsène Lupin, par exemple. Malheureusement, j'ai pas réussi à m'intéresser au récit. Le personnage principal est attachant parce qu'on a cet androïde qui est victime de manipulation. C'est un objet, c'est un robot, c'est un objet. Donc il est traité comme tel, sauf qu'il a une personnalité qui va se développer. Donc on va s'attacher à lui et à toutes les épreuves par lesquelles il va passer. Seulement, la période et l'aspect vraiment très géopolitique ne m'a pas plu. Du coup, je ne m'attarderai pas forcément sur les autres volumes de cette série. Je suis même pas sûre que je vais garder celui-là parce que je pense pas que je le relirai un jour. Cependant, j'ai lu le tome 1 de La Croisade éternelle de l'auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je vais continuer. Donc je vais plutôt me concentrer sur cette autre série de l'auteur. En plus, il me semble que le volume 1 dans cette série-là a été écrit par lui, mais que le volume 3 est écrit à 4 mains, donc par lui et une autre personne. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas spécialement. Du coup, pareil, celui-ci, alors même s'il est dédicacé, vous pourrez aussi le retrouver sur ma boutique Rakuten d'ici peu de temps. Et voilà, c'est un peu un mois mitigé, le mois de février, en termes de qualité de lecture. En termes de quantité, j'ai de nouveau lu 14 bouquins, donc vraiment plutôt bon. Mais en termes de qualité, je vais me débarrasser de plus de la moitié des livres qui étaient dans ma palle et que j'ai lus. Donc c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai lu Entre trolls et ogres de Marie-Catherine Daniel, qui faisait lui aussi partie des plus vieux livres de ma pile à lire qui devait s'autodétruire d'ici la fin de l'année, et qui était dans ma palle des cartes du mois de février pour un livre de fantasy. Et en réalité, on est plutôt sur de la science-fiction que sur de la fantasy, mais on est sur de la science-fiction avec un aspect de fantasy, puisqu'on va avoir affaire à des trolls et des ogres, qui sont des créatures de l'univers fantasy. Mais ça se passe en France, enfin en France. Est-ce que ça se passe vraiment en France? Ça se passe dans un monde, en France, je sais pas, peut-être. Mais ça se passe dans un monde qui en fait est plus ou moins le nôtre, mais vraiment loin dans le futur, à une époque où les êtres humains n'existent presque plus, ou en tout cas sont devenus très très rares.
Et toute la question dans ce récit, c'est comment on devient troll, comment on devient ogre, quid de l'être humain entre les deux, entre troll et ogre, etc. Je vous laisserai découvrir un petit peu la morale de cette histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. C'est carrément un ovni, ce titre, et même si je pense pas que je le relirai un jour, je suis contente de l'avoir découvert parce que vraiment, il est complètement barré. Le personnage principal, qui est donc ce troll qui s'appelle Arsouille, est vraiment hyper attachant. Les personnages qui gravitent autour de lui sont un peu plus anecdotiques, mais j'ai adoré Arsouille. On a une atmosphère assez intéressante justement grâce à ce mélange des genres en fait. On est sur de la SF, mais en même temps on a un univers qui nous est un peu familier, on a de la fantasy, mais en même temps c'est un peu différent de la fantasy classique, donc c'était intéressant. Le style de l'autrice est extrêmement vulgaire, à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est un récit adulte, mais je trouve que la vulgarité employée par les personnages dans leur vocabulaire ou par la façon dont l'autrice décrit certaines scènes, ça colle vraiment très très bien à l'histoire. Comme je vous l'ai dit, c'est complètement barré et je me suis parfois un peu perdue dans les loufoqueries de l'autrice. Il y a même parfois un décalage entre la façon dont certaines scènes sont décrites de manière presque drôle, humoristique, et ce qu'il se déroule dans ces scènes qui est cracra, gore, tragique, dramatique. Ça renforce encore l'aspect complètement déjanté du roman. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup apprécié la morale de l'histoire, dont je ne vais pas vous dévoiler les tenants et les aboutissants pour que vous puissiez la découvrir vous-même. C'est un roman dont on n'entend jamais parler. C'est un titre qui est sorti en 2020 pour la version poche et je crois 2018 peut-être pour le grand format chez ActuSF. Et j'en avais jamais entendu parler avant de tomber dessus, je sais même plus comment, je crois dans une librairie d'occasion. Comme dit, c'est vraiment un ovni, il faut rentrer dans l'histoire sans avoir aucun a priori, c'était mon cas, à part le résumé, en gros on a, parce que je vous ai même pas fait le résumé bien sûr, comme d'habitude, on a Arsouille, ce troll, qui un beau jour va recevoir une lettre de son frère jumeau qui s'appelle Arpette, qui lui est un ogre. Alors ils sont jumeaux, mais il y en a un c'est un troll, l'autre c'est un ogre. Ça fait partie du processus qui va amener à la morale de l'histoire, donc je vous laisse découvrir. Les ogres n'écrivent pas aux trolls, les ogres sont dénués de sentiments, les trolls leur sont complètement indifférents, ils n'ont aucune raison de s'écrire entre eux. Donc Arsouille, qui n'a pas vu son frère depuis 30 ans, peut-être même plus, 50 ans, oui, peut-être même plus 50 ans, va décider que c'est bizarre. Et il aimerait bien savoir pourquoi son frère lui écrit. Et est-ce que c'est vraiment son frère qui écrit? Pour lui, c'est impossible que ce soit son frère qui lui ait écrit. Donc il aimerait bien savoir qui lui écrit et donc il va partir. Alors qu'il n'est jamais sorti de son village, il va partir loin en quête de ce frère qu'il n'a en fait, qu'il ne connaît plus. Et essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc on a une quête, pas d'identité, quoique. Et ouais, c'est bourré d'humour, mais un humour très particulier, que j'ai apprécié, même si c'est pas mon style d'humour préféré. Et je vous le conseille. Si vous aimez les histoires un peu déjantées et sans queue ni tête, vraiment je vous le conseille. Et on va terminer cette vidéo de manière un peu plus rapide, je l'espère, avec 3 bandes dessinées que j'ai lues pour terminer mon mois de février. La première, c'était le tome 4 des Sœurs Grémillet qui s'appelle Le Chamois et la Comète. C'est écrit par Giovanni Di Gregorio et illustré par Alessandro Barbucci, il me semble. Désolée pour la prononciation. Je me suis donc rendu compte à ce moment-là, quand j'écrivais ma chronique, que c'est une série italienne, en fait, qui a été traduite en français, et alors que j'étais persuadée que c'était une série française, mais pas du tout. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de 3 sœurs, les sœurs Grémillet, et on va les suivre un petit peu dans leurs aventures, pas quotidiennes, mais je crois au fur et à mesure de leurs vacances. On les suit à chaque fois sur une période de vacances. Et là, pour ces vacances, elles sont envoyées à la montagne avec leur père, qui est un scientifique, un astronome, si je ne me trompe pas, qui va bientôt voir une comète arriver dans le ciel, et donc ils sont en train de faire plein de calculs pour savoir si
cette comète va passer à tel moment, enfin, etc. Donc il n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ses 3 filles, qui sont plutôt indépendantes, donc c'est pas si grave, mais bon, elles aimeraient quand même bien passer un peu de temps avec leur père. Et elles vont découvrir un poème, à un moment donné, dans leurs excursions. Un poème qui s'apparente à la première étape d'une quête. Donc elles vont partir un petit peu dans cette chasse au trésor, toutes les 3, et j'aime énormément les dessins de cette série, et je trouve que l'histoire est plutôt attachante. J'aime énormément la manière dont elles interagissent entre elles, ces 3 sœurs. Clairement, ça me rappelle la manière dont on se comportait, ma sœur et moi, quand on était plus jeunes. Le côté dispute, le côté on se titille entre nous, mais en même temps on s'aime d'un amour phénoménal. J'apprécie les histoires de sœurs justement pour le rappel que ça fait de ma relation avec ma propre sœur. Comme je vous l'ai dit, le dessin est incroyable, le style est aussi très fluide, très agréable, et je me suis vraiment prise au jeu de la chasse au trésor. Il y a un petit manque de logique pour moi dans cette histoire, et dans les tomes précédents c'était déjà le cas, c'est l'aspect totale liberté des 3 sœurs, parce que ça reste des jeunes filles, des jeunes ados pour la plus âgée et petite fille pour la plus jeune. Je trouve que c'est pas vraiment crédible qu'elle soit laissée dans la nature comme ça, sans aucune surveillance, ou même sans parler de surveillance, mais qu'il n'y ait pas un adulte ou au moins une personne un peu plus âgée qui les accompagne en fait, pour être sûr qu'il leur arrive rien, surtout qu'elles sont dans la montagne. Elles partent explorer une grotte et tout le monde les laisse faire sans aucun souci. Je trouve que c'est un petit peu dangereux quand même. Donc un petit manque de logique à ce niveau-là. Et la raison pour laquelle j'ai lu ce titre, c'est tout simplement parce que c'est une suite de série, une de celles que je continue à lire au niveau BD jeunesse. Donc j'essaie d'avancer un petit peu dans mes séries au fur et à mesure de l'année. Deuxième BD que j'ai lu à peu près à la même période, donc toute fin février, c'est le tome 1 de la série légendaire qui s'appelle La pierre de Jovenia. C'est écrit par Patrick Sobral, si je ne me trompe pas. Et la raison pour laquelle je l'ai lu, c'est parce qu'il fait partie, enfin c'est parce que le tome 1, enfin la série dans sa globalité, faisait partie du Baby Challenge BD Comics Livre Addict. C'est le numéro 24 sur 25, il me semble, donc dans les tout derniers. D'ailleurs, là, il y a une incohérence parce que le numéro 25 de cette liste fait également partie du Big Challenge, mais le numéro 24, non. Pour moi, il y a eu une erreur de calcul là, à un moment donné quand ils ont fait les listes sur Livre Addict en début d'année, mais c'est pas grave. Alors, les légendaires. C'est l'histoire d'un groupe de 5, 1, 2, 3, 5, ouais, je crois, 5 héros légendaires, on les appelle les légendaires. Ils ont chacun un pouvoir, des capacités particulières, et avant le début de l'histoire, il y a quelques années, quelques mois avant le début de l'histoire du tome 1, ils se sont lancés dans la poursuite d'un sorcier maléfique, et en essayant de détruire ce sorcier maléfique, alors ils ont réussi, seulement la pierre de Jovenia a été brisée, et ils se sont retrouvés, et pas seulement eux, hein, l'entièreté de la population du pays s'est retrouvée coincée dans le corps d'enfants. Donc ce sont des héros légendaires, adultes, qui se retrouvent dans le corps d'enfants, comme le montre la couverture. Je vous l'ai dit, je l'ai lu à cause du Baby Challenge, et un peu comme Arline, ça fait partie des livres que j'ai lus parce que j'avais envie de compléter un petit peu le challenge, mais pour lesquels je savais que j'étais pas le public cible, et il y avait de fortes chances que je passe pas un super bon moment. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. J'ai apprécié la diversité des personnages, par contre, je trouve qu'il y avait il n'y avait pas un décalage suffisant entre l'aspect physique des personnages et leur manière de se comporter. Ce sont des adultes qui se retrouvent coincés dans le corps d'enfants, mais ils n'ont pas le comportement d'adultes, ils ont le comportement d'enfants, à la limite d'adolescents, mais pas le comportement d'adultes. Alors que ça devrait. Ils ne sont pas des enfants, ils sont des adultes coincés dans des corps d'enfants. Donc ils devraient se comporter comme des adultes, et ce n'est pas le cas. Et du coup ça m'a un peu dérangée. Cependant, c'est une série jeunesse, donc je peux comprendre le cheminement de pensée de l'auteur. Le dessin est plutôt chouette, mais dans un style un peu plus classique que ce que j'apprécie en général. Le style de l'auteur est bourré d'humour, et bien que le concept de l'histoire soit intéressant, c'est pas
hyper original. J'ai apprécié les quelques références au Seigneur des Anneaux notamment. Ça c'est plutôt chouette. Malheureusement mon intérêt n'a pas été suffisamment piqué avec ce tome 1 pour me donner envie de lire la suite. Et je trouve que la succession d'événements et les diverses révélations qu'on a dans ce tome 1 sont assez prévisibles. C'est une série que je conseille quand même parce que, d'après ce que j'ai entendu dire, l'auteur va évoluer dans son histoire pour proposer quelque chose d'un peu plus complexe et un peu plus sombre au fur et à mesure où l'histoire va évoluer. Et même si moi ça m'intéresse pas de lire cette histoire, je pense et je sais que ça peut plaire aux plus jeunes parce que c'est une des séries qui sort le mieux chez nous, à la médiathèque où je travaille. Donc clairement, je vous conseille, si vous avez des enfants ou si vous êtes friand et friande de ce type d'histoire, je pense que ça peut être sympa. Et le dernier livre que j'ai lu en février, c'est le tome 5 de Sorceline qui s'appelle Le Seigneur de Vorn. C'est écrit par Sylvia Douillet et illustré par Paola Antista. C'est le dernier tome du cycle 1 de Sorceline. Sorceline, c'est l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle donc Sorceline et qui va débarquer sur l'île de Vorn, qui est une île sur laquelle il y a une école pour devenir magizoologiste. Donc étudier les créatures fantastiques, apprendre à s'en occuper, apprendre à les soigner. Et on a donc un professeur qui a recruté je crois qu'ils sont... Alors il y a au moins 3 filles et 2 garçons. Donc ils sont 5 ou 6 étudiants, je dirais. Et l'idée, c'est qu'à la fin de leur période d'apprentissage, le meilleur d'entre eux deviendra l'assistant du professeur. On a des quêtes, pas vraiment des quêtes, mais des histoires annexes à cette intrigue principale. Et j'aime énormément le dessin de cette série. J'ai un peu de mal cependant avec les personnages qui sont très jeunes et du coup avec leur comportement les uns avec les autres. Un peu comme dans Cogito, mais version plus... eux, ce sont vraiment des enfants ou des très jeunes adolescents. Cogito, c'était des presque adultes, donc ça m'a encore plus énervé. Là, dans Sorceline, bon, ça paraît légitime. Le dessin est sublime, comme je vous l'ai déjà dit. Je trouve que le style de l'autrice est aussi fluide. Par contre, le rythme du récit est plutôt saccadé. Et il y a même carrément une double page que j'ai trouvé pas lisible du premier coup. Parce qu'en fait, il faut suivre les personnages de cette façon sur les 2 pages. Et moi, au premier coup d'œil, j'avais commencé à lire... comme d'habitude, et du coup je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc ça m'a pris un petit moment pour me rendre compte qu'en fait il fallait suivre vraiment les personnages dans leur déambulation. Ça m'a un peu perturbée dans ma lecture. Il n'y a aucune transition entre 2 scènes, du coup parfois on a une coupure un peu abrupte suite à un dialogue ou suite à une révélation, et c'est ça que je reproche un petit peu au rythme de la série. L'histoire est très sympa et l'atmosphère est vraiment immersive. Du coup j'apprécie les mystères et découvrir un petit peu... les tenants, les aboutissants, qui est qui fait quoi, comment, pourquoi, mais la construction, dans sa globalité, est plutôt brouillon. Un peu comme pour les sœurs Grémillet, je trouve que les personnages dans cette histoire ont beaucoup trop de liberté, il y a vraiment de crédibilité à ce niveau-là. Et il s'agit donc de la fin du premier cycle, mais ce n'est pas la fin de l'histoire pour autant, évidemment, sinon ce serait pas la fin d'un cycle. Ça laisse présager des choses intéressantes pour le cycle suivant, donc j'ai très hâte de découvrir la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos lectures au mois de février. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez eu des abandons ou des petites pépites comme ça qui se sont glissées subrepticement? Je ne vous l'ai pas dit, mais mon roman préféré pour le mois de février, évidemment, c'était Gods of Men de Barbara Kloss. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!